Rimbaud, le poète de l'impatience, conférence passerelle du 18 octobre 2012, par Arielle Merceron-Vica, agrégée de lettres classiques, fondatrice de Passerelle. Tout d'abord, bienvenue ici. Je suis particulièrement heureuse de vous avoir tous. C'est tout à fait le but de Passerelle, de réunir des générations, de réunir les âges et avoir de cette façon-là des lycéens et des adultes mélangés comme ça. C'est un peu un rêve pour moi. C'est une chose qui arrive de temps en temps, pas encore si fréquemment, mais c'est vrai que ça a été le rêve de toute ma carrière de professeur, de pouvoir créer ces passerelles, créer ces liens entre les générations et aussi entre différentes disciplines, puisque vous savez peut-être, puisque vous avez regardé un petit peu mon programme tout à l'heure, pour ceux qui viennent pour la première fois, qu'ici, nous ne proposons pas que des conférences de littérature, mais aussi des conférences de tas d'autres choses, de philosophie, de numismatique, de littérature donc, mais aussi d'art, mais il y a aussi de l'œnologie, il y a eu aussi de la prestidigitation, enfin vraiment des choses extrêmement variées, avec pour seule exigence, une exigence de qualité, enfin on essaye du moins de le faire. Voilà, donc bienvenue à vous, je suis très heureuse de vous avoir et j'espère vous intéresser ce soir en vous parlant de Rimbaud. Alors, cette soirée a quelque chose d'un petit peu particulier aussi pour moi, c'est que nous allons, pour la première fois, mêler à mon travail, à mon petit discours, des vues que nous avons préparées avec une de mes filles et qui défileront en même temps que je vous parlerai. Donc j'espère qu'on va arriver à s'accorder et que tout va être bien fait, on va faire au mieux pour que ça fonctionne. Voilà. Et puis dernière chose, en ce qui concerne Rimbaud, est évidemment une vieille connaissance pour moi. Vous imaginez que ce n'est pas la première conférence que je donne sur Rimbaud, quoique à chaque fois je recommence presque totalement ce que je vais dire. Mais Rimbaud m'est particulier et cher à mon cœur pour une raison très spéciale que j'ai dit tout à l'heure à votre professeur, pour les élèves qui sont là, c'est que lorsque je vivais à Lyon, il y avait un vieil ami, un vieux prêtre, qui était un grand écrivain, grand spécialiste de Rimbaud, et qui un jour m'a téléphoné en me disant « Je vais prendre ma retraite, je n'aurai plus de place dans la petite chambre qui m'est assignée, je vous donne tous mes livres sur Rimbaud. » Et donc, il m'a demandé d'arriver avec des grands sacs. Je suis arrivée avec des grands sacs, et il m'a donné plein de livres sur Rimbaud. Alors, ces livres, plus les miens, je vous les prête à consultation, évidemment, juste là, comme ça. Ils sont sur la commode. Et si vous voulez, vous pouvez les regarder. Voilà, c'est une grande chance que j'ai pu avoir. Le rapport du poète au réel, vous devez le savoir, c'est une des plus grandes et des plus anciennes questions qui se posent à la poésie. Sous plusieurs formes. S'agit-il pour le poète d'imiter le réel, de le transformer ou de le réinventer? Question philosophique. Le cas de Rimbaud est tout à fait singulier, en raison de la fracture radicale qui a divisé son existence, vous le savez peut-être, en deux moments apparemment sans lien. Celui du poète et celui de l'aventurier, celui de l'artiste et celui du commerçant, on pourrait dire aussi celui du chercheur d'or, mais au sens symbolique, et celui du trafiquant, je mets le mot entre guillemets, d'ivoire ou d'armes. Lui-même, Rimbaud, à l'aube de son départ, annonce qu'il va désormais se confronter à la réalité rugueuse. Est-ce à dire qu'à ses yeux, le poète qu'il était évoluait en dehors du réel, c'est-à-dire de l'ensemble des choses qui constituent le réel? C'est la définition la plus basique. Auquel cas, le passage de sa première à sa seconde vie constituerait un saut dans un autre monde, une rupture effectivement totale entre un monde imaginaire et illusoire, celui de l'artiste, et un monde réel qui serait le monde de l'être confronté à ce qu'on appelle les dures réalités de la vie. Et dans ce monde des dures réalités de la vie, il faut se commettre avec les autres, il faut gagner sa vie, il faut en quelque sorte se coltiner le quotidien. Si on voit les choses dans cette perspective, les portes s'ouvrent sur l'idée d'un Rimbaud divisé entre d'une part un génie inouï et fulgurant,
et d'autre part, un Rimbaud, négociant raté en Afrique et en Arabie, qu'il vaut mieux oublier pour ne garder que le premier, puisque vous savez, je m'aperçois que vous ne savez pas forcément tous, que Rimbaud a écrit de la poésie pendant quelques années de sa vie, les premières années de sa vie, et puis il est parti vivre les 20 années qui ont suivi en Arabie et en Afrique, comme commerçant, comme il a fait des tas de choses. Donc vous voyez, deux existences complètement différentes. Mais cette façon de voir, qui s'est imposée depuis très longtemps à la critique, aujourd'hui est remise en question. On se demande, et je pense que l'on a raison, évidemment je vais aller dans ce sens-là, s'il ne faudrait pas trouver une cohésion réelle entre ces deux existences. Est-ce qu'entre le premier Rimbaud, celui de la poésie, celui de la voyance, et le deuxième Rimbaud, il n'y aurait pas un fil conducteur, il n'y aurait pas une vraie cohésion, une vraie continuité? Il me semble que si on veut s'inscrire dans cette perspective-là, et je vous l'ai dit, elle me semble beaucoup plus intéressante, il faut trouver un fil conducteur. Qu'est-ce qui constitue le fil conducteur? Qu'est-ce qui, dans l'attitude, dans le comportement de Rimbaud, va marquer une continuité entre ces deux moments de son existence? Un grand critique rimbaldien qui s'appelle Alain Borère a parlé d'impatience. Alors je vais reprendre cette notion d'impatience, mais je vais me permettre de la changer un tout petit peu, ou du moins d'essayer de la voir d'une façon un peu plus large. Impatience, son impatience, ses impatiences, en effet, mettent la vie de Rimbaud tout entière sous tension. Qu'est-ce que c'est l'impatience? Le mot vient du grec au départ, pour ceux qui ont fait du grec, c'est paskein, qui veut dire endurer, souffrir. Vous faites du grec, paskein. Et en latin, patior, évidemment, hein, pati, endurer, souffrir. Cela donne le mot passion, c'est ce qu'on endure. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'impatience a deux acceptions. Elles se recoupent, mais elles sont distinctes. Elle signifie la difficulté de supporter ce qu'on est en train de vivre. On est impatient parce qu'on ne supporte pas, on supporte mal. Ça, c'est plutôt le sens de passion, ce qu'on endure. Mais aussi la difficulté à attendre quelque chose qu'on a envie de voir arriver plus vite. C'est-à-dire la volonté d'aller plus vite. On est pressé, on va aller vite, on se dépêche, on est dans la précipitation. Vous voyez, deux acceptions qui vont se rejoindre. Et deux mouvements, un mouvement double, un mouvement dirigé sur le présent, présent mal supporté, et sur le futur, futur ardemment désiré. Eh bien, Rimbaud, justement, nous montre comment se vit parfaitement cette double notion. Alors je vous propose de voir d'abord comment il exprime cette impatience à travers toute sa vie, et ensuite on va essayer de comprendre ce qui la sous-tend, cette impatience rimbaldienne. Et nous allons prendre les choses de la façon la plus basique. Nous allons suivre un peu la trajectoire de Rimbaud pour comprendre comment les choses se sont faites. Tout jeune, Rimbaud n'a qu'une idée en tête, s'en aller. Sa mère dit qu'il est très sage, dit qu'il est très calme, n'a pas de problème avec lui tant qu'il est tout petit. Mais très rapidement, il ne la supporte plus, sa mère. Il l'appelle la daronfe, la rimbe, la mother. Il est très dur en parlant d'elle. Attention, on a dit pendant très longtemps qu'elle avait été une méchante qui l'avait rendu malheureux. Évidemment, aujourd'hui, on ne dit plus du tout ça. On a remis les choses un peu à leur place. C'est simplement une femme qui était malheureuse, qui a élevé, j'allais dire, ses boufflés, comme elle a pu, avec une rigidité et une rigueur qui seules lui ont permis de tenir le coup. Elle n'était pas méchante, elle ne savait pas exprimer ses sentiments comme certaines personnes. Elle était raide, si vous voulez, raide comme la justice. Mais elle aimait son fils, elle n'était pas vraiment méchante. Toujours est-il que Rimbaud s'ennuie au collège. Il a des résultats extrêmement brillants, mais il s'ennuie. Alors là, il est au milieu, et pour parler bien, je dirais qu'il fait la tronche. Vous voyez le troisième en partant de la gauche. Pas épanoui du tout au collège.
Il a les meilleures notes, hein. Il est très fort en thème, très fort en version, il versifie en latin de façon admirable, il fait des rédactions. Vous savez, à ce moment-là, on vous demandait de raconter la vie de Jugurtha, des trucs extraordinaires en latin. Très très bon élève. Mais pour lui, c'est d'un ennui profond. Il va à la bibliothèque, il rend malade le bibliothécaire. Il l'a décrit dans un poème, c'est absolument terrible. Le bibliothécaire, pauvre homme, assis devant sa chaise, devant sa table, sur sa chaise, se voit réclamer des livres impossibles par un gamin infernal, c'est l'horreur. Donc, Rimbaud, petit impatient, voyou déjà. Sa ville, Charleville, il l'appelle Charletown. Et il dit qu'elle est supérieurement idiote comme toutes les villes de province, mais particulièrement celle-là. Et pas plus idiote qu'une autre, la pauvre ville. Simplement, c'est une ville de province et simplement, Rimbaud ne supporte pas ce qu'il vit. Alors il trouve que ses habitants sont pitoyables, qu'ils sont ridicules, confient dans leur autosatisfaction, leur goût de l'argent, leur respectabilité. Il ne supporte pas ça. En fait, c'est tout simplement un enfant qu'on appellerait précoce aujourd'hui. Et qui remue dans les brancards. Parce qu'il ne trouve rien qui soit à la portée de son désir et que personne ne le comprend. Il rêve de liberté. À 15 ans, il écrit un poème qui s'appelle Sensation. Vous avez son écriture ici. Je trouve toujours émouvant de voir les textes écrits de sa main. C'est un texte très célèbre que vous connaissez peut-être. Il écrit aussi roman, merveilleux roman, dans lequel il raconte qu'il a 17 ans, petit menteur, il en a 15. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Entre août 70 et mars 71, il fugue 3 fois. Il a 16 ans. Vous savez comment on appelle cela? Avoir des impatiences dans les jambes. C'est à ce moment-là qu'il écrit aussi Ma Bohème. Malheureusement pour lui, ces fugues se terminent très mal. Il se retrouve en prison parce qu'il n'a pas pu payer le prix de son billet de train. Une autre fois, il est encore dans les mains des gendarmes. Et une dernière fois, il est arrivé à Paris qui focalise tous ses rêves. Il est né dans les Ardennes. Hein. Et donc Paris, pour lui, c'est le rêve absolu. Eh bien, il a réussi à parvenir à Paris. Il y est arrivé, mais il meurt tellement de faim qu'il doit rentrer au bercail. Donc des fugues qui ne réussissent pas très très bien. Il s'entête affreusement à adorer, dit-il, la liberté libre. Entre-temps, sa rébellion banale d'adolescent s'est muée en quelque chose de plus grave. Rimbaud est né à la révolte. Impatience encore. Le réel, tel qu'il le vit, lui est insupportable. La société, la religion, les institutions dans leur totalité, tout lui semble hypocrisie, mensonge, bassesse, bêtise. Il faut dire qu'il a choisi son époque. C'est la guerre 70-71, c'est la guerre entre la France et l'Allemagne. Alors d'abord, il se bat par sa plume. Il a une très grande violence pour stigmatiser la folie des politiques qui mettent les peuples en guerre. Vous voyez par exemple ce qu'il écrit pour stigmatiser l'attitude de l'Église qui se vautre dans ses ors et sa vénalité, alors que les hommes sont en train de se battre. Il va dans un poème, effectivement, vous allez en entendre un extrait. Il est très dur et il montre à quel point les canons sont en train de gronder et puis Dieu rit aux nappes damassées. Le mal. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant, il est un Dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le versement des hosannas s'endort, et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leurs vieux bonnets noirs, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Le dormeur du Val, que vous connaissez peut-être, est souvent lu comme le pendant de ce poème.
en montrant l'image d'un jeune soldat mort au milieu des glaïeuls. Vous savez les glaïeuls, ce que c'est? Ce sont les armes. Ce ne sont pas les fleurs, ce sont des armes. La racine, c'est gladium en latin. Ce sont donc les armes. Eh bien, ce jeune soldat mort au milieu des glaïeuls montre évidemment l'absurdité et l'horreur de la guerre. Alors, quand, à Paris, la Commune éclate, notre jeune Ardennais est plein d'espoir. Peut-être qu'enfin, les choses vont changer. Lui qui trépigne se dit qu'il a peut-être enfin la possibilité de voir un monde qui va devenir meilleur. Hélas, la Commune est écrasée, c'est un bain de sang, la misère est partout. Rimbaud est horrifié. L'Église est encore le lieu de sa plus haute indignation. Quand il était tout jeune, il écrivait sur les murs de sa ville « Mère d'adieu ». À présent, il s'en prend à Jésus. Il dit que Jésus rêve en haut, jauni par le vitrail livide. Tout à fait indifférent aux supplications des croyants. Les croyants, eux, les pauvres, sont trompés. Ils bavent leur foi mendiante et stupide. Vous voyez, cette satire de la société est quelque chose qui est moins connu. Quand on connaît le Rimbaud d'une saison en enfer ou le Rimbaud d'Illumination, on connaît moins du coup ce Rimbaud extrêmement satirique, extrêmement terrible quant à la société de son époque. Eh bien, pour Rimbaud, le plus dur, le plus raide, le plus inacceptable, le plus insupportable, ce qui le rend le plus impatient, c'est encore le silence de ce Dieu dans un temps pareil. Plus d'espérance donc. Plus d'espérance ni du côté des hommes, ni du côté de Dieu. Les hommes se détruisent eux-mêmes. Nulle lumière n'est à attendre du ciel. Rimbaud se sent impuissant. En dépit de ses poèmes, qui sont parfois de vrais pamphlets politiques, il réalise qu'il n'a aucune prise sur le réel. Il déteste ce réel, il ne le supporte pas, le réel tel qu'il le ressent, il le déteste, il ne le supporte pas, et il va faire son possible pour s'en échapper. Or, il y a un lieu où il pense pouvoir agir. Quittant donc la satire, il va en quelque sorte se tourner vers effectivement un domaine spécifique. Ça va être le domaine du langage et plus spécifiquement de la poésie. Ambitieux et talentueux, le jeune homme se lance. Alors vous voyez, au départ, ça n'est pas parce qu'il a envie d'écrire à proprement parler. Il se lance parce qu'il a des impatiences, parce qu'il a envie de trouver quelque chose, de donner quelque chose, qu'il a envie d'aller plus loin. Vous voyez, pour lui, la poésie, le langage, ça va être d'abord, ça va être le moyen, ça n'est pas un but. Et il va commencer, très humblement, très simplement, et c'est même assez émouvant de voir ça, par copier ses prédécesseurs et même les tout proches prédécesseurs. Il fait du Hugo, par exemple. Si vous avez lu Les pauvres gens ont été composés très très peu de temps avant, il copie Les pauvres gens, tranquillement, il écrit Les étrennes des orphelins. La chambre est pleine d'ombre. On entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. Leur front se penche encore, alourdi par le rêve, sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève. Alors si vous connaissez Victor Hugo, on est complètement dans du Victor Hugo là, hein. On n'est pas du tout dans du Rimbaud. Il s'inspire aussi, et là c'est plus intéressant, de Baudelaire. Alors, pourquoi Baudelaire? Et Baudelaire, évidemment, il faut qu'on s'y arrête 2 minutes. L'auteur des Fleurs du Mal, vous savez que les Fleurs du Mal datent de 1857, avait déjà été assez en avance sur son temps. Pourquoi? Parce que Baudelaire, à la différence de ses prédécesseurs, ne s'était pas contenté d'écrire des choses très morales, de beaux vers, comme François Coppée par exemple, des choses très comme il faut, très convenues. Vous voyez? Baudelaire avait compris et reconnu, et ça c'est capital, que tout homme est plus ou moins attiré vers le mal. Baudelaire avait expliqué qu'on ne saurait faire une véritable œuvre d'art en cherchant à taire cette part noire de l'individu. Pour Baudelaire, le réel n'était pas joyeux, il s'agissait de le montrer avec probité. Il ne voulait pas faire du beau comme ses prédécesseurs, il voulait faire du vrai. Du point de vue de la forme, pourtant, Baudelaire n'était pas allé très loin,
Alors, vous allez me dire, mais il avait créé le petit poème en prose. Certes, quoiqu'encore, ce ne soit pas vraiment lui. Donc, Baudelaire avait eu, si vous voulez, ce génie de vouloir introduire, intégrer dans sa poésie, dans le langage poétique et dans la poésie elle-même, toute la part sombre de l'homme, tout le mal qui existe dans l'homme et dans l'humanité. Et à partir de ça, en extraire comme d'une gangue quelque chose de beau, en tout cas de profondément humain. Mais il n'était pas allé très loin au niveau de la forme. Eh bien, notre Rimbaud va se situer dans cette lignée-là, mais aller, lui, plus loin, justement, au niveau de la forme, on va le voir tout à l'heure. Pour l'heure, il y a encore d'autres gens qui l'intéressent, et qui l'intéressent beaucoup, qu'il a envie de copier, et non seulement de copier, mais dont il a bien envie de faire partie. Ces gens-là s'appellent les Parnassiens. Les Parnassiens, ils sont très à la mode à Paris. Rimbaud les copie comme les autres. Rimbaud, quand il est dans les Ardennes, il lit ses poèmes. Et il les lit notamment grâce à un professeur dont vous avez peut-être entendu le nom, qui s'appelle Georges Isambard. Georges Isambard a eu une part importante dans la culture et le développement de Rimbaud. Mais il faut bien savoir, et ça c'est émouvant aussi, que Rimbaud, à ce moment-là, avait donc 15, 16 ans. Georges Isambard n'en avait que 21. C'était sa première classe. C'était donc, j'allais dire un bébé. Bon, vous n'allez pas dire un bébé, mais c'était un tout jeune homme, ce Georges Isambard. Et il a été capable de reconnaître en Rimbaud, ce sale gosse qu'il avait devant lui, mais très doué, quelqu'un de vraiment doué. Et de le pousser, de lui donner des livres, de lui donner des revues, de l'aider autant qu'il a pu. Alors Rimbaud, qui a entendu parler donc dans sa province lointaine, comme il vit lui-même sa situation, qui a entendu parler des Parnassiens, décide de leur écrire. Et il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses prophètes, donc il écrit à Théodore de Banville, qui est leur chef de file, ni plus ni moins. C'est un journaliste et écrivain connu, et c'est quelqu'un qui justement était particulièrement important pour eux. On va voir ce que les Parnassiens prétendent. Alors, ce qui est amusant, c'est que Rimbaud écrit une lettre à Théodore de Banville, qu'on ne va pas reprendre ici faute de temps, mais qui est tout à fait cocasse, parce que il va dire « Je suis des vôtres, je veux être des vôtres ». Et toute sa lettre montre qu'il est aux antipodes absolus. Par exemple, les Parnassiens considèrent qu'on ne doit pas s'abandonner à ses sentiments. Un poète doit être impassible et froid, et surtout ne pas faire de la sentimentalité, du sentimentalisme comme les romantiques. Vous voyez, ils se posent en opposition aux romantiques. Donc les Parnassiens disent il faut être impassible, ne pas montrer ses sentiments. Que fait Rimbaud dans cette lettre ? Il se montre exalté et fougueux, il dit je suis jeune, la vie est devant moi, etc. Le contraire. Il dit je, ce qu'il ne faut pas faire. Que disent encore les Parnassiens ? Ils disent le poète doit réaliser un poème comme on fait un bijou. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose de très beau, avec de belles pierres précieuses. On doit sélectionner son vocabulaire, faire attention à sa syntaxe. Que fait Rimbaud ? Il envoie tout ça en l'air. Le vocabulaire, il n'y en a pas de noble. La syntaxe, je l'arrange à ma façon. Et puis, dernier point encore, les Parnassiens disent il faut travailler pour créer une œuvre d'art, il faut être comme un sculpteur, il faut bosser. Contraire de ce que disent les romantiques. Que dit Rimbaud ? Il dit moi je suis inspiré, la muse me parle, etc. Il va travailler quand même, mais voilà. Donc toute la lettre, si vous voulez, est aux antipodes. Pour vous donner un exemple d'un poème parnassien, citons par exemple ce petit paysage de neige de Catulle Mendès. Juste une phrase, juste une strophe, pardon. Au-dedans, le silence et la paix sont profonds. De froid et de pesanteur descendent des plafonds, et miroirs blanchissants, des parois colossales cernent de marbre nu l'isolement des salles. Voilà, ça c'est parnassien. Alors attention, aujourd'hui, on les remet un petit peu à l'honneur. Ces pauvres Parnassiens dont on a énormément dit de mal en disant qu'ils étaient froids, que c'était nul, qu'on s'ennuyait, que c'était que de la technique, etc. Aujourd'hui, on essaye de les réhabiliter, et ça me paraît intéressant parce qu'ils ont quand même écrit de belles choses. Mais vous voyez la froideur d'un texte pareil. Alors pendant ce temps, Rimbaud, lui, écrit ou va écrire peu de temps après. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne.
J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminures populaires. La littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux mondes? Rien n'est possible, aucune passerelle n'est possible entre deux conceptions de la poésie aussi radicalement différentes. Rimbaud est plus impatient, plus furieux que jamais. Et il décide de prendre position, ce qu'il va faire avec un toupet absolument incroyable. Pour un jeune provincial, imaginez cet adolescent dont vous avez vu la photo est ici, qui est un gamin. Et il va se dresser avec une audace incroyable contre tout ce qui se fait de son temps. Il va écrire 2 lettres, célèbres sous le nom de lettres du voyant. Ces lettres consomment la rupture définitive de Rimbaud avec la poésie telle que tout l'Occident la considère et l'envisage. Il me semble que le vrai départ de Rimbaud est là, avec ses lettres. Parce que dans ces lettres, il emmène son art ailleurs, ou plutôt au-delà des mots tels qu'ils existent, au-delà du langage poétique tel qu'il existe jusque-là. Mais que disent-elles au juste, ces lettres? La première est écrite le 13 mai. Elle est adressée à Georges Isambard. Rimbaud ne reconnaît plus son élève, ne se reconnaît plus pour son élève. Il se montre même agressif. Votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Vous voyez la charge tout de même, la violence de ce texte, quand on sait qu'effectivement Isambard l'a amené jusque-là. Donc vous voyez ce garçon, vous pouvez imaginer l'énergie qui habite le corps de ce garçon et l'esprit de ce garçon pour écrire des choses pareilles. La poésie ne doit plus se contenter d'exprimer des états d'âme, de décrire des paysages, même si ces paysages sont beaux. Elle se voit désormais assigner une fonction autrement plus noble. Elle devient un champ d'investigation. La poésie, autrement dit l'alchimie des mots, figure la possibilité de dépassement de l'homme vers un au-delà. Rien à voir avec ces petits bijoux corrects que proposaient les Parnassiens. La poésie, donc, peut amener l'homme à l'au-delà, vers l'au-delà. Par la poésie, le poète peut acquérir la capacité inouïe d'atteindre l'inconnu. Jamais personne n'avait dit ça avant Rimbaud. Du coup, le poète devient un explorateur, un découvreur. Et comme dans tous les domaines, il doit se préparer, il doit se soumettre à une méthode. Quelle est la méthode? Eh bien, la méthode va être celle de l'encrapulement. Comme il s'agit d'arriver à la connaissance, le premier lieu qui s'impose à soi-même, ça va être de se connaître soi-même. Et Rimbaud est largement conscient que l'homme est dépassé par des forces qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne mesure même pas. Je est un autre. Rimbaud sent que je est un autre. Phrase extraordinaire, déjà. Alors cette méthode de l'encrapulement, eh bien, elle est simple, sinon logique. Il s'agit de se faire voyant. Et dans cette perspective, la seule solution est de se mettre volontairement dans un état de supralucidité. Plus tard, les surréalistes vont pratiquer l'écriture automatique. Ben, c'est bien fade à côté de ça. C'est bien plat à côté de ça. Dans sa proposition, Rimbaud va plus loin qu'un artiste ou un créateur n'est jamais allé. Il déclare que le poète doit provoquer en lui le dérèglement de tous les sens. Et il sait à quoi cela engage. Il dit « Les souffrances sont énormes ». Dans la deuxième lettre du voyant, envoyée le 15 mai à son ami, le jeune poète Paul Demny, il précise « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.
toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit. Il s'agit de se faire l'âme monstrueuse, à l'instar des comprachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Dès lors, Rimbaud n'attend plus. Il ne tempère plus. Il fonce pour dire et faire ce qu'il pense avoir à dire et faire. 2 mois plus tard, il envoie, nous sommes en juillet 70, il envoie un poème à Théodore de Banville, ce fameux maître parnassien, à qui 1 an plus tôt, il disait qu'il voulait ressembler. Et là, on commence à s'amuser. Ce poème s'appelle « Ce qu'on dit aux poètes à propos de fleurs ». Ce qu'on dit aux poètes à propos de fleurs. Ça a l'air bien gentil. C'est le procès en règle de toute la poésie de l'époque. La violence de ce texte apparemment conventionnel, c'est en fait un pastiche, n'apparaît pas aussi clairement de nos jours qu'à l'époque de Rimbaud. Je vais donc vous en dire un petit mot pour mettre ça en relief. Voyez les 3 premiers vers, je vous lis les 3 premiers vers. Ainsi, toujours vers l'azur noir où tremble la mer des topazes, fonctionneront dans ton soir. Rien à dire. On est bien, apparemment, dans quelque chose de très convenu, très conventionnel. Le ton est grandiloquent, solennel, froid, tout va bien. Les tenants de l'art pour l'art, les parnassiens, la plupart des parnassiens, pourraient sans problème avoir écrit ça. Seulement voilà. La suite. Tout se détraque au 4e vers. Fonctionneront dans ton soir, donc, les lys. Formidable. Théodore de Banville adore les lys. Les lys, c'est clistère d'extase. Qu'est-ce que c'est un clistère? C'est un appareil à lavement. À lavement. Vous vous rendez compte? On ne réalise pas aujourd'hui l'incroyable portée de ces textes. Non seulement le mot clistère appartient évidemment au registre de la trivialité, c'est pas du tout permis d'écrire une chose pareille dans un poème, mais en plus, Rimbaud les assimile aux lys, c'est-à-dire aux fleurs préférées de Banville, des fleurs dont Banville truffe sa poésie. Est-ce que vous voyez l'insolence extrême qu'il y a là-dedans? Voilà qu'en une seule formule, le poète révolutionnaire avale cette fleur noble au rang de laxatif, et, par voie de conséquence, si l'on peut dire, les belles extases romantiques à ce que produisent les laxatifs. La poésie, explique Rimbaud, est un corps malade. Les poètes comme Banville et les siens ne lui apportent rien de vivifiant. Il dit « Ton quatrain », il s'adresse directement à Banville, « Ton quatrain revient proposer aux hommes divers sujets de sucre blanc, de pectoraire et de gomme, c'est-à-dire de trucs pour les malades, de médicaments. Tout simplement. Rimbaud, quant à lui, ne trempera plus jamais sa plume dans cette encre-là. Il s'apprête à en apporter une preuve magistrale. Alors, maintenant, il va rentrer en contact avec Verlaine. Vous voyez les premiers pas. Vous voyez comme il arrive petit à petit, comme son impatience, qui est d'abord une impatience dans les jambes, qui est ensuite une impatience de l'esprit, est portée, et comme petit à petit, il va réaliser ce qu'il a réalisé. Alors, vraisemblablement, en août, il va rentrer donc en contact avec Verlaine. Depuis un certain temps, il connaît Verlaine, il a lu des textes de Verlaine, il a lu les Fêtes galantes de Verlaine, il a trouvé ça bien. Il a trouvé ça fort bizarre, très drôle, mais vraiment adorable, ce sont ses mots. Alors il a écrit à Verlaine, 1 fois, 2 fois, et miracle, Verlaine lui répond, et ma foi, quelque chose de bien agréable, puisqu'il lui répond, venez chère grande dame, on vous espère, on vous attend. Voilà, donc le poète, qui a 10 ans de plus, qui habite Paris, qui est Verlaine, qui est installé, qui a toute sa place au milieu des poètes de l'époque, envoie donc son billet à ce petit provincial des Ardennes en lui écrivant « Venez, chère grande dame, on vous espère, on vous attend ». Extraordinaire pour Rimbaud, c'est inouï une chose pareille. Alors, 1 mois plus tard, évidemment, il débarque, tout frais payé par Verlaine, il débarque. Et 1 mois plus tard, encore, un soir de septembre 1871, il se retrouve au milieu des Parnassiens.
dans un salon. Ça n'est pas très loin d'ici. C'est place Saint-Sulpice, au-dessus d'un débit de vin. Et c'est là que se réunissent ceux qu'on a appelés les vilains bonshommes, ces Parnassiens. Dans ces soirées des vilains bonshommes, eh bien, tout le monde se réunit, ils se veulent un peu révolutionnaires, c'est ça qui est assez drôle, ils se veulent quand même un peu contestataires, mais c'est quand même très rangé, c'est très convenu, très conventionnel. Alors ici, vous avez Verlaine et Rimbaud, qui tournent carrément la tête, Rimbaud, vous voyez, qui se tourne carrément par rapport aux autres, voilà. Alors, ces soirées des vilains bonshommes, donc vous avez l'habitude de se rendre, eh bien, un jour, Verlaine dit « Nous aurons ce soir quelque chose de nouveau. Je vous ai parlé d'un garçon qui s'appelle Rimbaud. Ce garçon est arrivé, je vous l'amène. » Tout le monde attend Rimbaud. Tout le monde se demande qui c'est et tout le monde l'attend. On sait déjà que son arrivée a été un petit peu tumultueuse parce qu'il est très 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 mal élevé, il est très sale, il est très désagréable, il a tout contre lui. Mais il paraît qu'il écrit des trucs étonnants. En tout cas, Verlaine a dit ça. Et donc, tout le monde l'attend. Rimbaud arrive et il a une allure tout à fait étrange. C'est un grand garçon dégingandé, plus d'1,80 m, des yeux bleus très clairs, mal attifé, pas aimable pour un rond, les cheveux en bataille. Il est intimidé quoi qu'il ne le dise pas, il est impressionné quoi qu'il ne dise pas, et pour une raison encore très touchante, c'est qu'il a apporté dans sa valise un texte dont il sait qu'il est révolutionnaire, dont il sait qu'il va changer totalement la physionomie de la poésie. Ce texte, c'est Le bateau ivre. Il a la certitude intime de son génie, mais il est inquiet. Il plonge. Nous n'allons en voir que la première strophe, mais je vais vous parler un peu de cette première strophe. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidée par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Dès cette première strophe, les auditeurs ont dû être abasourdis. Abasourdis. Pourquoi ? Voilà ce jeune homme qui est en train de leur faire un gigantesque pied de nez. Et toute la suite va montrer un gigantesque pied de nez. Pourquoi ? D'abord parce que ce poème démontre que Rimbaud sait faire la même chose qu'eux. Il sait écrire des longs textes comme eux. Il sait écrire des choses très classiques, constituées de quatrains avec des alexandrins comme eux. Il va encore plus loin que la plupart d'entre eux. Il se permet de faire des rimes riches, ce qui n'est pas facile. Donc vous voyez, il fait la même chose qu'eux, en mieux. Premier point. Et pourtant, rien n'est plus pareil. Donc il leur montre qu'il sait faire la même chose qu'eux, et en même temps, il détourne. Pourquoi ? D'abord, il ne joue pas dans la comparaison. Ça, c'est tout à fait neuf. Il ne dit pas, comme ses prédécesseurs, « je suis comme un bateau », etc. Il ne dit même pas « je suis un bateau ». Immédiatement, il est in medias res, immédiatement, il parle comme le bateau. Ça, c'est nouveau comme procédé. Ça les étonne. Et puis, deuxième chose, ce bateau, il navigue au début, vous avez vu où ? Sur des fleuves impassibles, au début. Ah, les vaches ! Les fleuves impassibles, le mot impassible, le mot des Parnassiens. Cette impassibilité dont ils se targuent justement, dont ils disent que c'est tellement important d'être impassible. Qu'est-ce qu'il raconte dans sa première strophe ? Il raconte qu'il descend des fleuves impassibles, donc qu'il suivait normalement la route de tout le monde. Et puis que tout d'un coup, ça va être sa libération. Et une libération inouïe. Une libération qui a des couleurs qu'on n'a jamais vues. Le bateau, tout d'un coup, n'est plus guidé par les haleurs. Qu'est-ce que c'est les haleurs ? Ce sont toutes les formes de contraintes et de tyrannie familiale, sociale, d'écriture, etc. Qu'est-ce que c'est que les haleurs ? Ce sont les gens qui tirent les bateaux pour empêcher que les bateaux ne repartent vers la mer. Et donc, s'il n'est plus tenu par les haleurs, c'est que ce bateau va pouvoir partir à la mer. Il n'est plus retenu. Je ne me sentis plus guidée par les haleurs, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai senti ma liberté et j'ai pris ma liberté. Vous voyez, il quitte ces fleuves impassibles. Et qu'est-ce qui est arrivé aux haleurs ? Ils ont été rattrapés
par des peaux rouges. On dirait une histoire pour enfants. Il venait de lire 20 000 lieues sous les mers, il lisait des tas de contes, mais c'est quand même inouï de violence, de couleurs, de toupet, d'inventivité. À côté de ce que racontaient les Parnassiens qui étaient comme il faut, voilà une scène qui est colorée, suggestive, drôle et en même temps très violente. Les peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Tout est là pour crier la violence, l'exubérance et en même temps la jubilation de cette libération que représente le départ vers la haute mer que prend Rimbaud, que prend la poésie de Rimbaud et que prend Rimbaud. C'est en effet une libération triomphante et jubilatoire, quelque chose d'extraordinairement adolescent en même temps, comme un pied de nez qu'un adolescent génial ferait, j'allais dire, à de vieux cons. C'est un terme que Rimbaud lui-même emploie pour les gens qui sont autour de lui. Malgré les craintes fondées de Rimbaud, la réception de son poème est plutôt bonne. Chez les vilains bonshommes, en tout cas pour certains. Mais évidemment, son attitude est catastrophique. Comment cela pourrait-il en être autrement? Son attitude est en conformité avec sa méthode, celle de l'encrapulement. Maintenant, je m'encrapule, dit-il, et c'est vrai. Comment pourrait-il paraître aimable et sympathique, alors même qu'il a décidé de se faire la monstrueuse? Rimbaud se multiplie, en provocations insupportables. Un tout petit exemple, Théodore de Banville le loge chez lui, très gentiment, et Rimbaud déclare que comme il est sale et qu'il a des poux, il vaut mieux qu'il retire ses vêtements. Il retire ses vêtements, il ouvre la fenêtre et il se met à poil devant toute la rue. Ça se fait pas. Du tout. C'est très mal vu. Vous voyez? Alors il est jugé infréquentable, évidemment, par tout le monde. Il n'y en a qu'un qu'il supporte et qu'il supporte bien, c'est Verlaine. Que s'est-il passé avec Verlaine? Si ça n'était qu'une petite histoire croustillante, je ne vous en dirai rien, ça n'aurait pas grande importance. Mais c'est une histoire qui a quand même coloré, teinté, changé, si vous voulez, la face de la poésie française en tout cas. La liaison entre les deux n'a pas le même sens pour les deux. Verlaine a 27 ans. Verlaine vient de se marier. Peu de temps après, sa femme va attendre un bébé. Verlaine est homosexuel. Il vient de se marier, il est homosexuel. L'un ne contredit pas l'autre. Il a envie d'avoir une vie classique et d'essayer d'avoir une vie classique. Il ne se connaît pas bien lui-même, mais il a déjà un sérieux vice que l'on voit dans ses confessions. Si vous lisez ses confessions, il a tendance à boire et il est violent. C'est un faible violent, Verlaine. C'est pas quelqu'un de très estimable. Pas un personnage très estimable. Et ce Verlaine voue à son cadet, à Rimbaud, un amour de soumission. Au début, il dessine Rimbaud. Il le dessine, vous voyez, c'est assez sage encore, Paul Verlaine, voilà. Il le dessine ici. C'est un Rimbaud, ça va encore, il est assez sage. L'autre portrait en pied, voilà. Arthur Rimbaud, c'est Paul Verlaine, ça va encore. Voilà. Mais on peut comprendre ici, dans ces deux dessins, que Verlaine ait été attiré par ce jeune homme. Sa jeunesse, probablement. Et puis quelque chose de désinvolte dans la tenue. On ne peut pas imaginer encore dans ces deux dessins le drame passionnel qui va se nouer entre eux. Pour Verlaine, le problème c'est que Verlaine est amoureux de Rimbaud, mais il est toujours amoureux de sa femme. Et quand il n'est pas avec l'un, quand il est avec l'un, il rêve d'être avec l'autre. Et quand il est avec l'autre, il a envie d'être avec la première. Pour le jeune Ardennais, les choses sont un peu différentes. On ne va pas dire qu'il n'est pas amoureux et qu'il n'éprouve rien pour Verlaine. D'ailleurs, il écrit, et on a certaines lettres qui sont quand même très parlantes, dans lesquelles il dit par exemple « Reviens, reviens, cher ami », donc Rimbaud parlant à Verlaine. « Reviens, cher ami, je te jure, je serai bon, reviens, ce sera oublié, voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer, reviens. » Mais Rimbaud a besoin de Verlaine, financièrement d'abord, et surtout parce que l'expérience qu'il vit procède de son travail d'exploration intérieure. Leur débordement à tous deux, leur beuverie, le rythme infernal et désordonné de leur existence de couple de drôles de ménage, comme il dit, sont autant d'excès
d'expériences limites à travers lesquelles Rimbaud tente de parvenir à cette connaissance intime de l'être. Donc vous voyez, l'un est complètement soumis à l'autre, Verlaine au jeune Rimbaud. Rimbaud a plus de distance. L'homosexualité est un épiphénomène chez Rimbaud, et je pense que c'est son encrapulement qui vraiment compte pour lui, et qui est pour lui une méthode, une tentative d'extravoyance, d'extralucidité, pour arriver à quelque chose d'autre. Quand après une scène avec Rimbaud, il tente de retrouver sa femme, Verlaine boit, il boit d'ailleurs aussi avec son amant, il est violent, comme il est violent aussi avec son propre enfant quand il va naître. Hein. Donc violence des deux, mais violence de Verlaine. Et les lettres des deux, vous regarderez tout à l'heure, ces deux lettres marquent à quel point ils sont déchirés l'un et l'autre. Alors Rimbaud finit par trouver pesante cette présence un petit peu géniarde qu'est celle de Verlaine. Dans un texte poignant, qui est un texte d'une saison en enfer, Rimbaud donne la plume à Verlaine. Alors écoutez bien, ce texte n'est pas assez connu, je trouve, ce texte de la Vierge folle. C'est Rimbaud, en fait, qui donne sa plume à Verlaine, mais pour parler de Rimbaud. C'est-à-dire que c'est Verlaine qui parle de Rimbaud, mais c'est Rimbaud qui écrit. D'accord ? Et voyez ce qu'il dit. Ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un fantôme. Comment vous le décrire? Cette délicatesse mystérieuse m'avait séduite. Juste au passage, effectivement, Verlaine parle de lui au féminin. Là. J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie. Et souvent il s'emporte contre moi, moi la pauvre âme, le démon. C'est un démon, vous savez, ce n'est pas un homme. Je l'écoute faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. Plusieurs nuits son démon me saisissant, nous nous roulions, je luttais avec lui. Les nuits, souvent ivres, il se poste devant des rues ou dans des maisons pour m'épouvanter mortellement. En ce jour où il veut marcher avec l'air du crime. Ah, je n'ai jamais été jalouse de lui. Il ne me quittera pas, je crois. Que devenir? Il n'a pas une connaissance, il ne travaillera jamais. Il veut vivre somnambule. J'ignore son idéal. Il m'a dit avoir des regrets, des espoirs. Cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il à Dieu? Peut-être devrais-je m'adresser à Dieu. Je suis au plus profond de l'abîme, mais je ne sais plus prier. S'il m'expliquait ses tristesses, les comprendrais-je plus que ses railleries? Il m'attaque. Il passe des heures à me faire honte de tout ce qui m'a pu toucher au monde et s'indigne si je pleure. Vous voyez, leur liaison se lit bien à travers ce texte que je trouve effectivement tout à fait poignant, qui montre bien cette violence entre les deux, et cette violence qui est subie par l'un et en même temps qui est comprise par l'autre. C'est ça qui est étonnant. Pauvre Verlaine. Et pourtant Verlaine n'est pas du tout un enfant de cœur. Hein. Verlaine, il a quand même beaucoup de gestes extrêmement violents. Il a pris son enfant, il l'a envoyé contre le mur, par exemple. C'est quand même pas un truc terrible. Hein. Et puis il a tenté d'étrangler sa femme. Et puis, comme vous allez voir et comme vous savez, il a tiré sur Rimbaud. Donc Verlaine n'est pas un enfant de cœur. Mais Verlaine est un faible. Et Rimbaud a l'intelligence pour lui que n'a pas Verlaine. Verlaine a autre chose. Hein. Attention, je ne parle pas de Verlaine en tant que poète. Là, je parle de Verlaine en tant qu'homme. Alors, un jour, en 1888, beaucoup plus tard, il écrirait à propos, donc Verlaine, à propos de Rimbaud. Ce n'était ni le diable, ni le bon Dieu, c'était Arthur Rimbaud, c'est-à-dire un très grand poète, absolument original, d'une saveur unique, prodigieux linguiste, un garçon pas comme tout le monde. Non, certes, de qui la vie est tout en avant dans la lumière et dans la force, belle de logique et d'unité, comme son œuvre. Mais pour l'heure, tout entier sous la coupe du plus jeune qui le fascine, il est encore loin de cette distance d'appréciation. Il ne supporte rien lui-même, il est tout entier tendu vers l'avant, infréquentable, insupportable, oui. Certainement Rimbaud est tout cela. Peut-être pas comme on croit, car la solitude lui est chevillée au corps. Rimbaud est un homme seul, du début à la fin. Il passe de longs moments de ferveur solitaire. Pendant les heures orageuses qu'il traverse, avec Verlaine, à Londres, à Paris. Regardez ce dessin, alors ça c'est Londres, les docks de Londres, mais ce dessin de Casals, je trouve, est extraordinaire. Tu peux le repasser ou c'est pas possible? Vous voyez, on voit donc Casals, qui les connaissait, qui est un jeune dessinateur qui les connaissait bien tous les deux. Vous avez Rimbaud et derrière en ombre, l'ombre de Verlaine. J'aime beaucoup ce dessin-là.
Rimbaud, fidèle à la méthode qu'il s'est assignée, se fait voyant. Il s'habitue à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par les anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac, les monstres et les mystères, un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. J'aimais le désert, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les ruelles puantes et, les yeux fermés, je m'offrais au soleil, dieu du feu. Mais Rimbaud ne trouve pas ce qu'il cherche. Et d'ailleurs, personne ne comprend son attitude. Il se décrit comme un génie. Le prince qui fait son autoportrait dans un texte qui s'appelle Conte, que vous connaissez peut-être. Un prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des générosités vulgaires. Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour et soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Vous voyez comme c'est bien dit ça, je ne sais pas si vous percevez ça. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Mais peu à peu, Rimbaud réalise l'échec humain, l'échec social de sa tentative littéraire. L'alchimie des mots est impuissante à produire l'effet escompté. Personne ne veut de lui, il se fait détester. Sachez qu'il ne publiera lui-même qu'un texte, Une saison en enfer, un petit texte quand même d'une trentaine de pages, et encore grâce à sa mère, et il n'aura pas de lecteur. C'est tout son succès humain de son vivant. Dans le recueil qui s'appelle donc Une saison en enfer, celui-là, composé en quelques semaines chez sa mère, après le coup de feu de Verlaine, puisque vous savez que Verlaine tire sur lui un jour qu'il veut le quitter, eh bien, il se retrouve à Roche, il se retrouve chez sa mère, et il écrit, il est enfermé à l'étage, dit sa mère, et sa mère dit, je l'entends des heures et des heures pousser des hurlements, des cris, des bruits pas possibles, il est dans un état de fièvre intense, et il écrit Une saison en enfer, de cette manière-là, dans une espèce de précipitation, d'urgence, d'affolement. Il va donc... il va donc dans ce texte expliquer qu'il n'arrive à rien. Il explique son échec, il reconnaît son échec. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur, emportée. Il va donc falloir que celui qui se voulait être un inventeur, un musicien, un maître dont la main aurait animé le clavecin des prés, c'est lui qui disait ça, un maître dont la main anime le clavecin des prés, aille chercher ailleurs. Car en Rimbaud, la soif est toujours la même de cet inconnu qui l'obsède toujours. Le dérèglement de tous les sens, le travail poétique par le biais de la voyance s'étant révélé impuissant. Il commence donc à voir ailleurs et vouloir se tourner ailleurs. Il s'apprête à partir, encore une fois, et il annonce son départ vers autre chose. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensée de toute morale, je suis rendue au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci, je n'ai jamais été chrétien. Je suis de la race qui chantait dans le supplice. Je ne comprends pas les lois. Je n'ai pas le sens moral. Je suis une brute. Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Infirmes et vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à être bouillis. Le plus malin est de quitter ce continent, où la folie rôde pour pouvoir d'otages ces misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham. La conclusion s'impose donc pour lui. Ma journée est faite. Je quitte l'Europe. Cette valise est celle qui va le suivre pendant tous ses voyages. Rimbaud, plus seul que jamais, est aussi plus impatient que jamais dans les deux sens du terme. Le monde lui est décidément insupportable. Il veut autre chose. À qui me louer? Quelle bête faut-il adorer? Quelle sainte image attaque-t-on? Quel cœur briserai-je? Quel mensonge dois-je tenir? Dans quel sang marcher?
plutôt se garder de la justice. La vie dure, l'abrutissement simple. Soulever, le poing desséché, le couvercle du cercueil. S'asseoir, s'étouffer. Ainsi point de vieillesse ni de danger. La terreur n'est pas française. Ah, je suis tellement délaissée que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. Ô mon abnégation, ô ma charité merveilleuse, ici-bas pourtant, des profundis dominés, suis-je bête? Autant qu'il peut et chaque fois qu'il s'en sent capable, Rimbaud s'arme d'un nouveau courage, car, dit-il, il faut être absolument moderne. Point de quantique, tenir le pas gagné. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et, à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Au passage, lorsqu'il dit qu'il faut être absolument moderne, il ne faut pas entendre moderne dans le sens où on a pu le voir d'un point de vue poétique, mais ça veut dire il faut aller de l'avant, il faut marcher pour lui, il faut aller plus loin. Ah, vite, vite, un peu là-bas, comme il dit. À partir de cette époque, il est très difficile de suivre Rimbaud. De 1875 à 1880, il bouge sans cesse. Un simple coup d'œil à sa biographie. Alors normalement, vous aviez des petits papiers, je ne sais pas si vous les aurez tout à l'heure, mais on vous les donnera tout à l'heure. Je vous ai préparé, enfin, avec l'aide de Daria, des petits papiers sur lesquels j'ai mis une biographie et une bibliographie. La biographie, c'est pas tellement pour que vous regardiez tout ce qu'il fait, si ce n'est, mais pour que vous ayez conscience de toutes ces tentatives de voyage et de tous ces démarrages. Regardez une seconde ça, ce qui est déjà très intéressant. Le trait bleu de 1875, donc voilà, il ne va pas encore très loin. 1876, c'est plutôt le nord. 1877, il va encore un peu plus loin vers Stockholm. Puis, il va aller plus loin et il terminera, vous voyez, en Afrique, en Arabie et en Afrique. Alors au début, il rentre systématiquement à Charleville parce qu'il est malade, parce qu'il a eu un problème, etc. Il fait des tas de choses différentes dans tout cela, des tas de métiers. Il est précepteur en Angleterre, il est soldat dans l'armée hollandaise, il est caissier dans un cirque, il fait des tas de choses les plus diverses qui soient. Il veut trouver du nouveau, il veut découvrir autre chose. Et puis, je vous dis, les premières fois, les premiers temps, il revient chez lui. Il n'est pas encore prêt, il faut croire. Et à partir de 1880, il part, donc il est définitivement vers Aden, donc en Arabie. Voilà, l'Arabie. Et il va partir ensuite pour l'Éthiopie et pour Harar. Alors Aden, il déteste Aden en Arabie, c'est un roc, il fait très chaud. Et Harar est un endroit beaucoup plus agréable à vivre. Cela dit, quand on lit beaucoup l'œuvre de Rimbaud, on s'aperçoit qu'il y a une hantise chez Rimbaud, qui est celle du froid. Rimbaud est un homme extraordinairement frileux. Et l'une des raisons pour lesquelles il dit tout le temps qu'il ne peut pas rentrer en Europe, c'est qu'il a peur d'avoir froid. Le froid est quelque chose qui conditionne beaucoup son comportement. Donc, mais alors c'est pour ça qu'il se retrouve à Aden. Mais à Aden, il fait, alors pour le coup, une chaleur effroyable. Il fait entre 40 et 60 degrés par moment, dans un certain moment de l'année. Là, il n'aime pas quand même. Mais enfin voilà. Donc, il va faire du commerce. Et en faisant du commerce, il poursuit sa quête de connaissances. Questionné sur la littérature, il répond « Je ne m'occupe plus de cela ». Et une autre fois, on lui dit qu'il a fait des poèmes, il dit « Oh, des rinsures, c'était des rinsures ». Donc, il nie, c'est terrible comme terme, il nie totalement ce qu'il a fait. Et pourtant, en même temps, il fait preuve d'une boulimie intellectuelle absolument stupéfiante. Il demande qu'on lui envoie des livres et des machines tout le temps. Il envoie des listes incroyables à sa famille et à ses amis pour qu'on lui fasse parvenir des tas de choses les plus diverses. Il veut connaître de toutes les manières possibles. C'est-à-dire que son désir, sa boulimie de connaissances, qui s'est exprimée à travers la méthode de l'encrapulement et de l'extralucidité, cette fois-ci s'est tourné vers un autre domaine, qui est le domaine du réel, de la connaissance, de la science. Mais la même précipitation, la même boulimie, le même désir se manifeste là. Alors il demande par exemple à sa famille de lui faire parvenir, une commande à un certain éditeur qui est rue des Saints-Pères. Voici ce qu'il dit. Monsieur, veuillez m'envoyer le plus tôt possible les ouvrages ci-après inscrits sur votre catalogue. Traité de métallurgie, le prix doit être 4 francs.
hydraulique urbaine et agricole, 3 francs, commandant de navire à vapeur, 5 francs, architecture navale, 3 francs, poudre et salpêtre, minéralogie, maçonnerie par 2 Manet, livre de poche du charpentier. Il existe un traité des puits artésiens par Garnier. Je vous serai très réellement obligé de me trouver ce traité, même s'il n'a pas été édité chez vous, et de me donner dans votre réponse une adresse de fabricant d'appareils pour forage instantané, si cela vous est possible. Il ajoute une seconde commande à l'adresse de M. Arbet, constructeur, cours de Vincennes. Demandez à la librairie Roret, manuel du charron, manuel du tanneur, le parfait serrurier par Berthaud, exploitation des mines par Blanc, le manuel du verrier, du briquetier, du faïencier, du potier, etc., du fondeur en tout métaux, du fabricant de bougies, guide de l'armurier. Alors il réclame en permanence donc des instruments d'exploration et d'astronomie. Alors vous allez me dire que ça n'est pas entièrement pour son usage propre. Eh bien, pour beaucoup d'entre ces objets, si. Il dit lui-même que dans un pays où il n'y a rien à faire, ça l'aide à passer le temps. Donc il apprend, il travaille et il lit. À un moment, il a aussi l'idée de commercialiser ces choses. Alors il s'informe, il demande ce qu'il y a de mieux en France ou à l'étranger en instruments de mathématiques, optique, astronomie, électricité, météorologie, pneumatique, mécanique, hydrologie et minéralogie. Donc, dès qu'il le peut, il pénètre tous les domaines de connaissances qui s'offrent à lui. Il se précipite toujours comme s'il allait enfin trouver, que ce soit d'un livre à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une activité à l'autre, il n'arrête pas. Il entend qu'il existe des appareils de photo. Il se fait commander un appareil de photo ultra sophistiqué pour l'époque, qui lui arrive, c'est quelque chose d'incroyable. Il prend des photos. Il apprend des langues. Lui qui connaissait déjà l'anglais, l'allemand et l'espagnol, il explore toutes les langues qu'il rencontre. Et il provoque l'admiration de son entourage. Notre compatriote, dit de lui l'explorateur Jules Borelli, a habité le Harar. Il sait l'arabe et parle l'amarinia et l'oromo. Il est infatigable. Son aptitude pour les langues, une grande volonté et une puissance à toute épreuve le rangent parmi les voyageurs accomplis. Ainsi celui que Verlaine qualifiait déjà de prodigieux linguiste et qui avait libéré de ses chaînes la langue poétique, passionné de lexicologie et pionnier dans l'audace syntaxique, poursuit sa réflexion sur le langage. Il cherche encore à trouver une langue. Il ne garde pas toujours pour lui le fruit de ses réflexions. Il donne des cours. Par exemple, il donne des cours sur le Coran, dont il connaît par cœur des sourates. On a dit qu'il s'était converti, probablement pas, mais il connaissait fort bien le Coran. Il n'écrit plus de littérature, apparemment, mais on sait qu'il écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aurait-il jeté des choses? Ça, on ne peut pas le dire, on ne sait pas. On sait simplement qu'il multiplie les comptes rendus. Il multiplie les textes qu'il envoie pour des revues en France. Il veut écrire un ouvrage à soumettre à la Société de géographie. Donc il va explorer des terres inconnues, c'est-à-dire étant allé dans le langage, dans l'inconnu du langage, il va maintenant dans l'inconnu des terres. C'est un homme qui conduit des caravanes et qui part. Alors bien sûr, il s'agit d'aller vendre et de faire du commerce, mais il va systématiquement dans les endroits que personne ne connaît, les endroits les plus dangereux, et des endroits qui, peut-être, lui permettront de découvrir du nouveau et de ramener ce nouveau. Ce qui le motive, évidemment, c'est un peu de faire du profit pour vivre. Mais qu'est-ce qui le motive vraiment? Ni le commerce d'ivoire, ni le commerce d'armes, comme il en a fait. Il n'a pas fait de commerce d'esclavage, comme on l'a dit, mais en revanche, il a côtoyé des comptoirs d'esclaves. C'était même le seul, il dit, c'est le seul marché florissant de l'endroit où je suis. Et en fait, très curieusement, ce sont les Britanniques, à cet endroit-là, qui ont eu des soucis en voulant, comment dit-on, supprimer l'esclavage. Donc l'esclavage existait, il l'a côtoyé, il l'a connu, mais il n'a pas trafiqué là-dedans. Alors, la vie qu'il menait, au contraire, était une vie plutôt d'ascète, et une vie plutôt d'homme pressé, certes, mais d'homme simple, et d'homme qui n'a pas besoin de grand-chose. Chaque fois que je l'ai approché, dit de lui Monseigneur Jarosseau, qui dirigeait la mission catholique au Harar et qui a très bien connu Rimbaud, le voilà à cette époque-là, Rimbaud. Chaque fois que je l'ai approché, dit Monseigneur Jarosseau, j'ai toujours été frappé de sa distinction et de sa réserve, dont il ne sortait que pour lancer quelques boutades acérées. Il parlait peu, se livrait encore moins, et l'on sentait pourtant qu'on avait devant soi un homme peu commun. Il menait la vie la plus simple. Que de fois je l'ai vu marcher derrière ses mulets et ses ânes, en portant dans sa poche pour toute provision un peu de mil grillé.
C'était un homme grand, maigre, les cheveux tirant sur le blond, le verbe sec. Dès qu'on causait avec lui, on devinait un esprit cultivé, mais c'était une nature secrète, énigmatique. Il était silencieux et contemplatif. Il venait souvent me voir et on parlait de choses sérieuses, mais il ne parlait jamais de lui. Ce n'était pas trafiquer que voulait Rimbaud. Comme il n'a cessé de le répéter, c'était trafiquer dans l'inconnu. Ce sont des termes de lui, trafiquer dans l'inconnu. Toujours le même rêve. Départ. Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu. Rumeur des villes, le soir et au soleil. Et toujours. Assez connu. Les arrêts de la vie. Ô rumeurs et visions. Départ dans l'affection et les bruits neufs. Lui qui n'était pas d'accès facile, écrit pourtant à sa mère « Je fais un peu de bien quand j'en trouve l'occasion, et c'est mon seul plaisir ». Et de fait, il semble joindre l'acte à la parole. Son employeur Bardet dit « Sa charité était large, effacée et discrète ». Et Monseigneur Thorin écrit à sa sœur au moment de sa mort « J'espère que ces œuvres de générosité et de charité auront été agréables aux yeux de Dieu ». Il avait écrit dans une saison en enfer « J'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. » Cher Rimbaud, et nous allons maintenant vers notre deuxième temps qui nous approche de la conclusion. Nous avons donc vu ce qui faisait les impatiences de Rimbaud, en quoi se manifester, s'exprimer ces impatiences. On va essayer de comprendre ce qui sous-tend ces impatiences et en plus ce qu'elles ont apporté. Chez Rimbaud, le rêve se brise toujours sur la réalité. Dès qu'il arrive en un lieu, dès qu'il entreprend ou simplement envisage de s'installer, il est saisi de déception, d'ennui, de dégoût. Ça n'est pas ça. Ça n'est jamais ça. Son insatisfaction est permanente. Ce qui ne fait évidemment qu'irriter son impatience, toujours exactement la même. On a d'ailleurs joué sur les deux mots, Aden, Ardennes. On a dit que c'était la même chose. Et lorsqu'il écrit « Je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille », ce dégoût, cette impatience du présent, il peut l'écrire quand il est en Afrique ou en Arabie. Ça, c'est ce qu'il a écrit dans ses premières années à Charleville. Donc vous voyez, ce sont les mêmes choses. Même continuité, même impatience, même désolation de ne pas trouver ce qu'il a envie de trouver. Auprès de tous, il apparaît comme un homme pressé, trop pressé. On n'arrive pas à le suivre. Quand il est dans le désert et qu'il mène une caravane, il va tellement vite que les gens disent que ça n'est pas possible, qu'il doit aller moins vite, qu'on ne peut pas le suivre. Il doit attendre souvent. En Afrique, on attend tout le temps. Et quand on doit en plus faire du commerce, on attend. Lui, ça lui paraît plus insupportable encore qu'à n'importe qui d'autre. Donc il doit attendre, et quand il doit se reposer, c'est vraiment par la force des choses, il fait de nouveaux projets. Tout cela ne le conduit à rien. Toute sa vie, il accumule les échecs. Aucun de ses départs ne l'a conduit où il désirait. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été heureux. Certaines lettres d'Afrique attestent qu'il va bien, que tout va bien pour lui. Mais le plus souvent, il se présente comme coincé dans une vie qu'il ne peut plus quitter. Ainsi, lorsque les siens, ses chers amis, comme il appelle sa sœur et sa mère, lui ont apparemment demandé de rentrer, il explique. Isabelle a bien tort de ne pas se marier si quelqu'un de sérieux et d'instruit se présente, quelqu'un avec un avenir. La vie est comme cela et la solitude est une mauvaise chose ici-bas. Pour moi, je regrette de ne pas être mariée et avoir une famille. Mais à présent, je suis condamnée à errer, attachée à une entreprise lointaine, et tous les jours, je perds le goût pour le climat et les manières de vivre, et même la langue de l'Europe. 7 ans plus tard, ce sont à peu près les mêmes mots. En parlant de mariage, j'ai toujours voulu dire que j'entendais rester libre de voyager, de vivre à l'étranger, et même de continuer à vivre en Afrique. Je suis tellement déshabituée du climat d'Europe que je m'y remettrai difficilement. Et puis comment me referai-je des relations? Quels emplois trouverai-je? C'est encore une question. D'ailleurs, il y a une chose qui m'est impossible, c'est la vie sédentaire. Certaines lettres sont même poignantes. Ainsi de Aden, le 5 mai 1884. Ma vie ici est donc un réel cauchemar. Ne vous figurez pas que je la passe belle. Loin de là, j'ai même toujours vu qu'il est impossible de vivre plus péniblement que moi. Je vais atteindre les 30 ans, la moitié de la vie, et je me suis fort fatiguée à rouler le monde sans résultat.
Pourtant, loin de baisser les bras, il fait constamment preuve d'une énergie si grande que ses compagnons en demeurent stupéfaits. Cette énergie procède directement de son impatience, et cette impatience l'accompagne jusqu'au dernier moment de sa vie. Imaginez, nous sommes maintenant en 1890, il est au Harare, et depuis plusieurs mois, il a très mal au genou. Son genou, il ne sait pas ce qu'il y a, mais il a très mal au genou. Et tellement mal qu'il ne peut plus marcher quand même. Alors il décide de repartir. Départ précipité, absolument stupéfiant. Il dessine lui-même le brancard, la civière, sur lequel on va le mettre. Et il loue le service de 16 noirs pour emmener ce brancard, enfin cette civière, en courant à travers le désert jusqu'à la mer Rouge. C'est 300 kilomètres comme ça qu'ils font, ces 16 personnes, ces 16 porteurs, en portant Rimbaud, malade, jusqu'à Aden. Donc un voyage absolument incroyable, en courant, et ça c'est très extraordinaire. C'est la photo, vous verrez le livre d'Hugo Pratt. Ah ben voilà, je l'ai mise là, cette photo. C'est Hugo Pratt qui a dessiné ça. Donc c'est 16 qui portent la civière en courant. Parce que Rimbaud leur donne même des amendes s'ils vont pas assez vite. Parce qu'il se rend compte que sa vie est en jeu, là, qu'il y a quelque chose qui est très grave. Et quand il arrive à Aden, effectivement, on lui dit qu'il faut amputer sa jambe, son genou est devenu gros comme une citrouille. Finalement, il demande de partir et regarder cette lettre, donc à la fin, donc à monsieur le directeur, je viens vous demander si je n'ai rien laissé à votre compte, je désire changer aujourd'hui de service, ce dont l'un ne connaît pas le nom en tout cas. Tous ces services sont là partout, et moi, impotent malheureux, je ne peux rien trouver. Le premier chien dans la rue vous dira cela. Envoyez-moi donc le prix des services. Je suis complètement paralysée. Je n'arrive pas à lire d'ici. Je désire me trouver de bonne heure à bord. Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord. Donc il va repartir. Et il repart, donc il se retrouve à Marseille. À Marseille, il est amputé, très haut, de la jambe. Et sa sœur arrive à le convaincre de remonter dans les Ardennes. Et alors qu'il est dans les Ardennes, alors qu'il est paralysé, malade, mal, de nuit, il veut repartir. Et il supplie sa sœur de repartir à toute vitesse. Sa sœur cède, voilà sa sœur Isabelle, qui est donc vraiment la personne qui a été la plus proche de lui que n'a été sa mère. Elle est complètement déroutée quand il est dans cet état absolument tragique et qu'il lui dit mais moi je veux retourner à Aden, je veux retourner au Harare, je veux retourner en Afrique, alors qu'il ne peut plus marcher, il est cul-de-jatte. Et vite, je veux retourner vite, c'est tout le temps ce mot qu'il a en tête, je veux aller trouver autre chose. Et donc elle l'accompagne, évidemment il meurt à Marseille. Et il le dessine là, sur son lit de mort. Ces échecs, cette vie d'épuisement et de misère, Rimbaud les avait prédits. Lui qui avait voulu se faire voyant, avait curieusement anticipé la réalité. Dès le bateau ivre, il s'était vu rentrer pitoyablement au port. Écoutez ce que dit le bateau ivre. « Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. » Dans une saison en enfer, il avait déclaré « L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant. » Il s'était même vu à sa dernière heure. Il avait dit « Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds. » Et pourtant, malgré toute cette misère, Rimbaud, qui ne publia, je vous l'ai dit, de son vivant qu'un petit livre, Rimbaud nous est resté. Raté et mécompris parmi les hommes, y compris ses proches. Vous voyez les dessins d'Ernest de La Haye, qui le montrent parmi les sauvages. Voilà. Ernest de La Haye, un missionnaire qui vient de Charleville. Donc le voilà qui conduit la danse. Voilà, tel qu'il est imaginé à Paris par Ernest de La Haye, alors qu'il est là-bas. Et l'autre dessin. Voilà. Ça c'est aussi Rimbaud parmi les sauvages. Voilà ce que dessine Ernest de La Haye. Donc vous voyez, ce qu'il est en train de vivre n'est pas véritablement ce qui est compris ou ce qui est attendu par les gens qui l'aiment.
Alors, Rimbaud, donc, je vous l'ai dit, raté et mécompris, mal connu, mal compris parmi les hommes, eh bien, il nous est resté pourquoi? Parce qu'il s'est voulu poète. Or, précisément, poète, pour lui, était quelque chose de spécial, on l'a entrevu tout à l'heure. Il ne s'est pas seulement voulu poète, il s'est reconnu poète. Non pas comme l'envisageaient ses contemporains parnassiens, un artiste qui crée de beaux bijoux, ou comme le pensaient les romantiques, mais comme un voleur de feu. Comme Prométhée, qui s'était donné pour tâche d'apporter la science aux hommes pour les sortir de l'esclavage et de l'ignorance. Dans une lettre qu'il avait écrite à Paul Demny, le 15 mai 1871, il avait déclaré que le poète était en charge de l'humanité tout entière, car il avait à faire sentir, palper, écouter ce qu'il aurait trouvé. Théoricien de la voyance, il avait voulu trouver une langue qui ne décrirait pas, mais, selon ses propres mots, serait de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur. Il avait prôné la poésie objective, c'est-à-dire susceptible de dépasser les chemins individuels pour atteindre l'universel. Et cette tâche qu'il s'était donnée à l'aube de sa vie, comme poète, en fait, il ne la perdit jamais de vue. Parce que lorsqu'il quitta le monde des lettres pour se tourner vers la rugueuse réalité, eh bien, il ne changea que de cap. Évidemment, ça ne pouvait pas être compris, mais Rimbaud tournait le dos à une manière de faire pour une autre manière de faire, en cherchant toujours à trouver du nouveau, à rapporter du nouveau. Et c'était peut-être là la clé de cette générosité dont il parlait, de cette charité dont il parlait. Mais que cherchait-il? Que voulait-il trouver? Que cherchait-il avec ardeur? Et nous terminerons là-dessus. De quel trésor son impatience chronique était-elle en quête? Bien sûr, il voulait vaincre l'ennui. Mais ce n'est pas assez dire. Que cache l'ennui? Un esprit qui s'ennuie, c'est une âme qui désire. C'est un corps qui a soif, thématique constante chez lui. Autrement dit, un être qui éprouve l'expérience fondamentale du manque, de l'absence. Pour combler cette absence essentielle, Rimbaud a toujours couru en avant, comme s'il pensait trouver devant lui l'objet de son besoin. Quand il était jeune, il parlait de l'amour infini qu'il éprouverait dans la nature et avec une femme. Il pensait que ce serait devant lui, que le réel lui offrirait quelque chose. N'était-ce pas le premier de ses leurres, devant lui quand il était poète, devant lui quand il était explorateur, devant lui. Et pourtant, il y a un rimbaldien, un professeur lyonnais, spécialiste de Rimbaud, qui s'appelle Jérôme Tellot, qui a amené l'attention des gens sur un vers très connu, mais peut-être pas suffisamment lu, qui est « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où coulaient tous les vins. » Extraordinaire vers. « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où coulaient tous les vins. » Comment voir ce jadis? Est-ce un simple renvoi à l'enfance de l'auteur? S'agit-il de l'évocation d'un temps historique révolu? Et si c'était plutôt la marque d'un temps antérieur au temps, antérieur à la mémoire humaine, ce temps dont l'homme ne peut garder qu'une idée fugitive, une réminiscence en sorte? Ce serait alors celui merveilleux entre tous, de la parfaite correspondance entre la vie présente et le festin seul susceptible d'apaiser une faim et une soif infinie. Ce serait le temps qu'on appellerait plus temps que par défaut de vocabulaire, du bonheur absolu, de la profusion de tout ce que réclame un corps, un esprit, une âme. Et cette profusion, en ce temps désespérément cherché, serait valable non seulement pour un corps, un cœur, un esprit, mais pour tous les corps, les cœurs, les esprits. Temps inouï de la communion parfaite. Jadis comme monde qui n'est plus, réminiscence d'un au-delà du temps, se lit donc ainsi. Et c'est ainsi qu'il faut lire aussi ce que dit Rimbaud lorsqu'il parle du monde oriental perdu par rapport au monde occidental. Le monde oriental, le monde perdu, est lié au sacré, à la chaleur, à la lumière, à la tendresse. Oh, les énormes avenues du pays saint, les terrasses du temple. Je me souviens des heures d'argent et de soleil vers les fleuves,
la main de la compagne sur mon épaule et de nos caresses debout dans les plaines poivrées. Alors plutôt que le rêve, ce que cherchait Rimbaud, en fait, n'était pas quelque chose devant lui. Ce qui habitait Rimbaud, c'était la nostalgie. Une nostalgie très platonicienne qui était au fond de son cœur. Celle d'un festin ancien perdu. Un bonheur perdu jadis, comme l'a dit Claudel. Cette nostalgie de pureté, de bonté, de beauté, si intense, devait le condamner toute sa vie à être un sans-abri, un exilé, un nègre, comme il dit. Mais en même temps, c'est par là qu'il devait nous rejoindre, qu'il devait rencontrer la soif en l'homme, en tout homme, la soif la plus profonde qui existe en son cœur. Car en Rimbaud, nous nous retrouvons comme en un miroir. Il vient en quelque sorte dénoncer, trouver, dire, déclarer notre soif d'absolu et de pureté. Il vient la pointer du doigt, la mettre à jour, la révéler. Il nous aide en fait, par la connaissance poétique, qui est une forme de connaissance intuitive et subtile, à vivre autrement notre existence assise. Il nous engage à désirer, selon son expression, Noël sur terre. Il se fait Prométhée en nous donnant à voir des archipels sidéraux, des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. En nous conviant à quitter la rationalité de notre univers, vous êtes en Occident, mais libre d'habiter dans votre Orient et d'y habiter bien, pour chercher plus haut, autrement, par l'éveil de son esprit. Il dit, mais je m'aperçois que mon esprit dort. S'il était bien éveillé toujours à partir de ce moment, nous serions bientôt à la vérité. S'il avait été éveillé jusqu'à ce moment-ci, s'il avait toujours été bien éveillé, je voguerais en pleine sagesse. Ô pureté, pureté, c'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu. Ceci peut-être fut et sera la dernière prophétie de Rimbaud, voleur de feu, impatient, pressé de nous devancer aux splendides villes, impatient, pressé de découvrir et de rapporter, vite, vite, un peu là-bas, par-delà la nuit, ses récompenses futures.